Notation, si EB est un espace mesurable, on note comme ça les ensembles de fonctions mesurables de E vers R munis de l'attribut BR borélienne et E vers R plus muni de l'attribut borélienne. Et comme ça, les ensembles aussi de fonctions mesurables de E vers R bar BR bar, l'attribut borélienne sur R bar, et à valeur dans R plus bar muni de l'attribut borélienne sur R bar. Si FG vont de E vers R bar et que A appartient à R bar, on note comme ça l'ensemble des X appartenant à E tel que f de X est inférieur à A, comme ça l'ensemble des X appartenant à E tel que f de X est inférieur ou égal à A. De la même façon, ça, celui-là comme ça, celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est quand f moins g est inférieur à 0. De la même façon, on définit ça, j'évite, parce que sinon ça prend trop de place. F égale g, ensemble des x appartenant à E tel que f de x égale g de x, différent de g, voilà. Et bien si f, g sont mesurables, alors tous ces ensembles sont démesurables. Démonstration, d'abord dans le cas A appartenant à R, f inférieur à A, ça veut dire f moins 1 moins l'infini A appartient à B car f est mesurable. Et oui, car f est mesurable et que ça appartient à BR bar. Idem pour ça. Alors pour celui-là, faut juste fermer. Ensemble f égale A, c'est l'intersection de ces deux-là, donc ça appartient à B. Et f différent de A, c'est la réunion de ces deux-là. Donc ça appartient à B aussi. Si A est égal à plus l'infini, eh bien f inférieur à plus l'infini, c'est l'union pour n appartenant à n des f inférieurs à n, d'accord? Donc ça appartient à B, parce que chacun appartient à B. F égale plus l'infini, c'est l'intersection des f moins 1 de n plus l'infini, puisqu'on veut que f de x soit toujours supérieur à n. Et donc comme ça appartient à BR bar, et bien f moins 1 appartient à B, donc l'intersection, propriété des tribus, appartient à B. Ok, f supérieur ou égal à plus l'infini, c'est pareil que f égale plus l'infini, donc ça appartient à B. F supérieur à plus l'infini, c'est vide, donc ça appartient à B. F différent de plus l'infini, c'est pareil que f inférieur à plus l'infini, ça appartient à B. Idem dans le cas A égale moins l'infini. Alors maintenant on passe à ça, pour x appartenant à E, si f de x et g de x sont réels, dire que f de x est inférieur à g de x, ça équivaut à dire qu'il existe un nombre rationnel q compris entre les deux. J'appelle 1 cette équivalence. Ça provient du fait que q est dans un R. Si f de x égale plus l'infini, f de x inférieur à g de x est impossible. Idem si g de x est égal à moins l'infini. Si f de x est égal à moins l'infini, alors lui il peut être inférieur à n'importe quoi de réel plus l'infini, et à ce moment-là, là j'ai moins l'infini, mais ça reste vrai, ça je peux trouver q effectivement, que g de x soit réel ou que g de x soit plus l'infini, je peux trouver q. Donc ça veut dire que 1 reste vrai, et c'est aussi le cas si g de x est égal à plus l'infini, et que f de x est réel ou égal à moins l'infini. On a donc l'ensemble f inférieur à g qui est l'union pour q appartenant à q de ces intersections-là, et comme ça appartient à b, et que ça appartient à b, l'intersection appartient à b, réunion quelconque appartient à b. Idem pour f supérieur à g. F inférieur ou égal à g, c'est le complémentaire de f supérieur à g, ça appartient à b. F supérieur ou égal à g, c'est le complémentaire de f inférieur à b, ça appartient à b. Pardon, f égale g, c'est l'intersection de ces deux-là, donc ça appartient à b, et f différente de g, c'est la réunion de ces deux-là, ça appartient à b, et donc tout est démontré. Remarque, si f de E vers R bar, f est mesurable si et seulement si cet ensemble-là appartient à B, quel que soit appartenant à R,
ce qui équivaut à dire que celui-là appartient à B, quel que soit appartenant à R, etc., etc. Ça, en fait, ça a déjà été démontré, je ne le refais pas, mais c'était démontré en remplaçant ça par f-1 de moins l'infini A, f-1 de moins l'infini A fermé, f-1 de A plus l'infini, ouvert et fermé. Donc c'est juste avec les notations. F de E vers R bar, mesurable, lambda appartenant à R, implique lambda F est mesurable. Si lambda est égal à 0, ben F est égal à 0. Oui, lambda F est 0, même, alors vous allez me dire, ici F de X fait plus l'infini. Ben, on décide que 0 plus l'infini, ça fait 0. Donc on a ça. Donc c'est une constante, donc c'est mesurable. Et si lambda est supérieur à 0, eh bien, dire ça, ça équivaut à dire ça, d'accord? Et ça, bah, ça appartient à B, d'après ce qu'on a dit avant, parce que F est mesurable. D'accord? Donc c'est vrai quel que soit A, donc lambda F est mesurable. Et si lambda est négatif, dire ça, ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire qu'on renverse le truc là. Mais comme F est mesurable, ça appartient à B. Et donc ça appartient à B, quel que soit A. Et donc ça veut dire que lambda F est mesurable. Fg des fonctions de E vers R bar, telles que f plus g est défini sur E, alors Fg mesurable implique f plus g mesurable. Démonstration. Alors on précise f plus g défini parce que c'est pas forcément le cas. On peut avoir f de x égale plus l'infini, g de x égale moins l'infini. Et à ce moment-là, il n'y a pas de f de x plus g de x, c'est idem avec l'inverse. Soit, donc on suppose maintenant que f plus g est défini. Si A appartient à R, cet ensemble-là est égal à celui-là, et on pose H la fonction A moins G. Soit B appartenant à R. Dire que H est inférieur à B, ça équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire que G est supérieur à A moins B. Or, cet ensemble-là appartient à B parce que G est mesurable, d'accord, et qu'A moins B est réel. Donc, cet ensemble-là appartient à B, quel que soit B, d'accord. Donc, ça veut dire que H est mesurable. Donc, ici, j'avais F inférieur à H. Ça va donc appartenir à B. Donc, F plus G inférieur à A appartient à B, quel que soit A. Donc, F plus G est mesurable. Propriété, si F de E vers R bar est mesurable, F2 est mesurable. Bah, si A appartient à R, alors, si A était inférieur ou égal à 0, cet ensemble-là est vide, donc appartient à B. Si A est positif, cet ensemble-là peut s'écrire comme ça, et les deux appartiennent à B parce que F est mesurable. Donc F2 est mesurable, puisque c'est vrai, quel que soit A appartenant à R. Fg mesurable implique Fg mesurable. Alors là, il faut bien voir qu'on est dans R bar. On a déjà démontré ça quand les fonctions étaient à valeur R, dans R. Et à ce moment-là, elles étaient R, BR mesurable, donc R bar d'ailleurs, BR bar mesurable. Mais là, elles arrivent dans R bar. Alors, on va se débarrasser des cas pathologiques. Fg égale 0, c'est un cas pathologique, parce qu'on peut avoir Fg égale 0 avec f égale plus ou moins l'infini et g égale 0, ou bien f égale 0 et g égale plus ou moins l'infini. Donc ça, c'est égal à ça, union ça. Donc ça appartient à B, puisque les deux sont dans B. Fg égale plus l'infini, ben c'est ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et comme ils appartiennent tous à B, les intersections à la réunion appartiennent à B. De la même façon pour moins l'infini. On pose E étoile égale E privé justement de tous les cas pathologiques, c'est-à-dire de tous les x où f de x et g de x pourraient être égaux à plus l'infini ou moins l'infini. Donc ça appartient à B puisqu'ils appartiennent tous à B et qu'on prend le complémentaire. Et B étoile, je vais mettre sur cet ensemble-là une tribu B étoile égale E étoile inter B, enfin ça c'est une notation, c'est-à-dire l'ensemble des x inter E étoile où x appartient à B. C'est une tribu, pourquoi? Parce que vide peut s'écrire vide inter E étoile et vide appartient à B, donc ça appartient à B étoile. Si y appartient à B étoile, y égale x inter E étoile où x appartient à B, E étoile privé de y va être E étoile privé de x inter E étoile, c'est-à-dire E étoile privé de x, et donc E étoile intersection le complémentaire de x par rapport à E, qui appartient à B, ça appartient à B, donc ça appartient à B, voilà. Non, ça appartient à B, donc E étoile inter, ce truc qui est dans B, ça appartient à B étoile. Allez, enfin, si yn est une suite de B étoile, yn c'est xn
inter étoile, donc xn appartenant à B, l'union des yn peut s'écrire comme ça, et l'union des xn appartient à B parce que c'est une tribu, et donc puisque ça appartient à B, ça appartient à B étoile, voilà. Et donc j'ai démontré que B étoile était une tribu sur E étoile. Les restrictions F étoile, G étoile de F et G à E étoile sont à valeur dans R, hein, parce que je me suis débarrassé des cas pathologiques, et sont B étoile mesurables. En effet, si je prends A appartenant à R, dire que F étoile est inférieur à A, c'est dire que F est inférieur à A, et enfin X vérifie ça, et il est dans E étoile, d'accord? Donc c'est l'intersection de ces deux choses-là. Ça appartient à B. Et ça, c'est E étoile, donc ça appartient à B étoile. Voilà. Voilà. Et alors, oui, parce que ça, F est mesurable, hein, c'est pour ça. Donc F étoile est mesurable. Hein. Idem pour G étoile. Et donc on a des fonctions F étoile, G étoile qui sont définies sur E étoile à valeur dans R. On a déjà démontré qu'à ce moment-là, et qui sont mesurables, hein, c'est-à-dire qu'elles sont B étoile, BR mesurables. Hein, voilà, c'est ça. Et bien on a déjà démontré qu'à ce moment-là, le produit est B étoile, BR mesurable. Donc B étoile, BR bar mesurable. Ça avait déjà été démontré. Alors, si je prends ça maintenant avec... non, je suis là. A appartenant à R. Si A est inférieur ou égal à 0, cet ensemble-là va être égal à F étoile, G étoile inférieur à A, union FG égale moins l'infini. FG égale moins l'infini, on a déjà vu que ça appartenant à B. Ça appartient à B étoile. D'accord? Mais B étoile, c'est des éléments qui sont de la forme X inter E étoile. Lui, ça appartient à B. Voilà, B étoile est inclus dans B en fait. Voilà, il est inclus dans B. Donc un élément de B étoile, c'est un élément de B. Donc tout ça, ça appartient à B en fait. Voilà. Donc ça, on peut dire que ça appartient à B. Voilà. Donc, et ben, maintenant, il nous reste le cas A positif. Et à ce moment-là, à ces deux-là, il faut rajouter FG qui peut être égal à 0. Mais lui aussi, il appartient à B, appartient à B étoile, donc à B. Donc tout ça, ça appartient à B. Donc FG inférieur à A appartient à B, quel que soit A appartenant à R. Donc FG est bien B, BR bar. Hein, le bar, il est là, mesurable. Et donc la propriété F définie sur E, valeur dans R bar, mesurable, alors valeur absolue de F est mesurable, démonstration évidente, hein, puisque cet ensemble-là est égal à vide si A est inférieur ou égal à 0, et sinon c'est la réunion de ces deux ensembles-là qui appartiennent à B, puisque F est mesurable. Remarque, si F et G vont de E vers R bar et sont mesurables, F moins G, bien sûr, si F moins G existe, alors F moins G est mesurable. C'est la même démonstration que pour F plus G. Fn, une suite de fonctions de E vers R bar, toutes mesurables. Alors, sup de Fn, inf de Fn, limite sup, limite inf, sont mesurables. Démonstration, eh bien, quel que soit appartenant à R, le sup de Fn est inférieur, l'ensemble. Enfin, dire que X appartient à cet ensemble-là, ça équivaut à dire que Fn de X est inférieur ou égal à A, quel que soit N. Donc ça veut dire que X appartient à l'intersection de ces ensembles-là, et chacun appartient à B puisque chaque Fn est mesurable. Donc on a bien une intersection d'ensemble mesurable, donc ça appartient à B. Et pour l'inf, bah, on dit que c'est moins sup des moins Fn. Les Fn sont mesurables, donc moins Fn aussi, donc le sup aussi, et donc moins le sup est mesurable. Limite sup des Fn, c'est inf de Gn, où Gn est le sup pour k supérieur ou égal à n des Fk. Donc ce sup, d'après ce qu'on a vu avant, il est mesurable. Et donc le inf, lui, va être mesurable. Et donc le limite sup est mesurable. On fait la même chose avec limite inf, qui est le sup des Hn, où les Hn sont les inf des Fk pour k supérieur ou égal à n, donc mesurable, puisque c'est inf.
Et donc, comme on prend le sup après, de fonctions qui sont mesurables, on obtient bien que limite inf est mesurable. Si les fn sont mesurables et convergent simplement vers une fonction f de e vers r bar, alors f est mesurable. En effet, fn convergeant simplement vers f, eh bien, ça veut dire que f est égal à la limite sup et à la limite inf. Et donc, elle est mesurable, puisqu'on vient de voir que la limite sup et la limite inf le sont. Fg de E vers R bar mesurable, alors le sup, l'inf, le f plus, le f moins, tout ça c'est mesurable. En démonstration, eh bien, pour le premier, je pose f1 égale f et fn égale g à partir du rang 2. Alors, je peux dire que sup dfn de fg est égal à sup dfn. Et comme le sup dfn, d'après ce que je viens de voir, est mesurable parce que tous les fn sont mesurables. Idem avec le 1 avec inf. Après, si je prends f+, ben, f est mesurable, 0 aussi, donc sup de f0 est mesurable. Et puis là, f est mesurable, donc moins f est mesurable. Donc sup de moins f et puis de 0 est mesurable aussi. D'accord? Voilà. Et donc, ça fait que f plus f moins sont mesurables. Alors maintenant, valeur absolue de f, ça j'avais déjà démontré de toute façon, mais je peux le vérifier à nouveau en remarquant que c'est f plus, plus f moins, je ne me trompe pas, oui, ça doit être ça. Et donc celui-là est mesurable, celui-là est mesurable. Et la somme des deux existe parce qu'en fait, les deux sont positifs, donc il n'y a pas de problème du genre plus infini, plus moins infini. D'accord? Donc il est mesurable. Remarque, on peut avoir valeur absolue de f mesurable et puis f pas mesurable. Exemple, si f de r vers r bar, on prend une partie de r qui n'est pas mesurable, qui n'appartient pas au borélien. Donc pour ça, il suffit de prendre l'ensemble de Vitali, qui n'est pas un borélien. Hein, il n'est même pas... oui, c'est ça, il n'appartient pas à B lambda, il n'appartient pas à BR. Et donc, à partir de cet ensemble de Vitali, par exemple, ou d'une autre partie non mesurable, on fait x donne 1 si x appartient à A, moins 1 si x appartient pas à A. Et donc on a la valeur absolue de f qui est toujours égale à 1, bien sûr, donc mesurable, mais f supérieur ou égal à 1, c'est A, et A n'appartient pas à BR, donc f n'est pas mesurable. Remarque que si f est mesurable et ne s'annule pas, alors son inverse 1 sur f est mesurable. Démonstration, on remarque que l'image de f est inclue dans R étoile, donc l'image de 1 sur f est dans R, que g est égal à phi au moins f, où phi est l'application qui a x appartenant à R étoile, associe x, 1 sur x appartenant à R. R étoile, c'est R privé de 0, c'est un ouvert de R, donc c'est un borélien, et phi est continu sur R étoile, donc en fait avec mesurable, sur cet espace mesurable qui est R étoile muni de l'attribut borélien engendré par la topologie induite sur R étoile par la topologie de R. Hein. Donc là-dessus, phi est continu, et donc par composition, G est mesurable, puisqu'une fonction continue, c'est une fonction mesurable. Donc on a composé de deux fonctions mesurables. Autre des démonstrations, on étudie l'ensemble des x tel que 1 sur f de x est inférieur à A. Donc si A est positif, soit f est positif et vérifie ça, soit f est négatif et vérifie ça. Alors, dans le premier cas, f positif vérifie ça, en multipliant par f des deux côtés, en divisant par a, enfin bref, ça fait f supérieur à 1 sur a. Et dans l'autre côté, si f est négatif, il est toujours inférieur à a, puisque a est positif. Donc c'est la réunion de deux boréliens. Borélien parce que f est mesurable. Hein, d'accord ? Donc ça appartient à B. Si a est inférieur à 0, alors dire que 1 sur f est inférieur à a, il faut forcément que f soit négatif. Donc c'est f négatif et f est supérieur à 1 sur a. Ça,
Je vous laisse vérifier, on peut multiplier par exemple par f qui est négatif des deux côtés, ça fait 1 inférieur à... Ça fait 1 supérieur à AF, et puis ensuite on divise par A qui est négatif des deux côtés, et donc ça fait ça. Voilà. Et donc c'est l'ensemble des x. Alors il faut donc que f soit négatif et que f soit supérieur à 1 sur A. Ben, comme f est mesurable, les deux appartiennent à B, donc ça marche. Si A est égal à 0, ben, il suffit que f soit négatif et donc ça appartient à B. Donc on a toujours cet ensemble-là qui appartient à B, quel que soit A appartenant à R, donc 1 sur f est mesurable. Conséquence, si f est mesurable et que f de x est toujours non nul, alors pour tout n appartenant à n étoile, f puissance moins n égale 1 sur f puissance n est mesurable. Alors il suffit de remarquer que f puissance moins n, c'est la composée de phi rond la fonction 1 sur f, qui est mesurable, phi étant la fonction de r vers r, qui a x associe x puissance n, qui est continue, donc mesurable, donc composée de mesurables, donc mesurable. Fonction étagée, EB est un espace mesurable. On dit qu'une fonction de E vers R est B étagée si elle est mesurable, si elle prend ses valeurs dans R, bien sûr, et si f de E est fini. Alors on va noter comme ça l'ensemble des fonctions B étagées. On met une note comme ça si les valeurs sont dans R plus ou R moins. Exemple, une fonction constante, on sait qu'elle est mesurable, comme elle prend qu'une valeur, elle est étagée. Si A est différent du vide, une partie de E, f égale la fonction caractéristique de A, eh bien elle est étagée si et seulement si A appartient à B. En effet, elle prend que deux valeurs, donc elle est étagée si et seulement si elle est mesurable. Et on a vu qu'elle était mesurable si et seulement si A appartient à B. Remarque, par définition, j'insiste, l'ensemble des fonctions B étagées, enfin les fonctions B étagées sont mesurables. Si on a une fonction f de R vers R, on considère cette fonction de R vers R qui a x associe somme des n multiplié par 1n. Alors elle n'est pas B étagée, parce que x, si x appartient à n, alors il existe forcément k appartenant à n tel que x égale k, et à ce moment-là, quand on va remplacer ici, quand on fera f de x, on va avoir un n de k qui sera nul si n est différent de k, d'accord? Et donc, qui vaudra par contre quand n sera égal à k, il vaudra k. Donc f de x égale k. Et si x n'appartient pas à n, ils valent tous 0, donc f de x égale 0. Donc en réalité, f de r est égal à n, qui est infini, donc elle n'est pas étagée. Et d'autre part, on vient de voir que f de x est égal à x multiplié par 1n de x, puisque quand elle est dans n, ici ça nous fera 1 fois x, 1 fois n, si x égale n. Voilà, donc elle est le produit de deux fonctions, une fonction g, qui a x associe x, qui est continue, donc mesurable, et puis cette fonction 1n, alors n c'est la réunion des k, k allant de 0 à l'infini, un k appartenant à n, et chacun d'entre eux évidemment appartient à b, donc cette réunion appartient à b, donc un n est mesurable, et donc f est un produit de fonctions mesurables, donc mesurable, mais pas étagé. Si f va de E vers R, alors f est étagé si et seulement s'il existe n valeurs réelles et n parties de B, telles que f égale somme des alpha k 1 bk. Et donc, d'accord, ce qui équivaut à dire aussi que la même chose, mais avec des bk qui sont 2 à 2 disjoints. Voilà. Alors, on va démontrer, d'abord 1 implique 3. Donc elle prend un nombre fini de valeurs, donc on peut les supposer 2 à 2 disjoints. Et pour k, allant de 1 à n, on pose bk égale l'ensemble f égale alpha k qui appartient à b puisqu'elle est étagée, donc mesurable. On va montrer que f est égal à la somme de 1 à n des alpha k 1 bk.
Pour ça, on prend x appartenant à E, f de x appartient à f de E, donc il existe un unique k tel que f de x égale alpha k. F de x égale alpha k, donc x appartient à bk, d'accord? Et 1 bk de x est égal à 1. Les bj sont 2 à 2 disjoints, donc pour j différente de k, si x n'appartiendra pas à bj, donc 1 bj de x sera égal à 0. Et donc finalement, quand on fait cette somme-là, eh bien, on va avoir juste alpha k fois 1, c'est-à-dire alpha k, c'est-à-dire la valeur de x. Voilà. Donc, on a bien f qui est égal à ça. Maintenant, si je suppose 3, 3 implique 2 est évident, parce que dans 3, il y a juste 2 à 2 disjoints qu'il n'y a pas dans 2. Puis 2 implique 1, c'est facile aussi, parce que si je considère cette fonction, eh bien, quel que soit k, les 1 bk appartiennent à b, donc 1 bk est mesurable. Alors on multiplie par alpha k, puis on fait une somme. Donc en fait, c'est de la linéarité, donc on obtient une fonction mesurable. Si x appartient à E, suivant que x appartient à bk ou pas, on aura, j'appelle ça là, juste pour k, fk de x égale alpha k, 1 bk de x, qui sera égal à 0, ou bien à 1 fois alpha k, c'est-à-dire alpha k. Donc le f de x, ça sera une somme de n nombres qui peuvent être égaux à 0 ou à alpha k. Alors après, les alpha k, on ne les a pas forcément supposés 2 à 2 distincts. Donc quand on va faire la somme, eh bien ça peut nous faire au plus 2 puissance n valeurs. Donc de toute façon, il y a un nombre fini de valeurs. Donc ça fait qu'elle est b étagée puisqu'elle était déjà mesurable avec un nombre fini de valeurs. Donc on a bien l'équivalence 1, 2 et 3. Différence entre fonction en escalier et fonction étagée. Une fonction en escalier est une fonction f définie sur un intervalle AB de R, tel qu'il existe une subdivision où f est constante sur chaque intervalle de la subdivision, par exemple prenant la valeur lambda k. Donc elle est continue par morceau sur AB et prend un nombre fini de valeurs qui sont les lambda k et puis aussi les f de ak qu'on a dans cette subdivision. Alors, f est étagée, donc elle est en escalier, donc étagée sur l'espace mesurable E égale segment AB muni de la tribu borelienne sur AB, donc la tribu induite par BR sur AB. Et si on prolonge f par 0 sur R privé de AB, f est étagé sur RBR. Alors en fait, on pourrait dire sur RBR, aussi sur RBR. Démonstration, donc f peut s'écrire comme ça, je vous laisse réfléchir mais c'est évident. Ça, ce sont des boreliens de AB parce que ce sont des boreliens de R. Et puis les f de AK, je peux les écrire comme étant ces intersections-là, comme les intersections avec AB pour bien montrer que c'est un borélien de AB. Parce que là, j'ai un borélien de R, un borélien de R. Donc, F est bien étagé, puisqu'ils sont tous des boréliens de AB. Et puis, si je complète par des zéros, ça ne change pas la formule. Et là, j'ai des boréliens de R, donc c'est gagné aussi, elle est étagée. La réciproque est fausse, il y a des fonctions étagées qui ne sont pas escaliers. Par exemple, si je prends la fonction caractéristique de Q, Q qui est un ensemble négligeable pour la mesure de Lebesgue sur BR, et donc Q appartient à BR, et F est étagé, donc F est étagé, puisque Q appartient à BR. Alors elle prend deux valeurs 1 et 0, F ne peut pas être égal à un truc comme ça, comme j'avais précédemment, parce qu'à ce moment-là, sur AK, BK, il y a des nombres qui sont rationnels. Et donc là, si je prends une formule comme ça, quand x appartient à AK, BK, la fonction vaut 1. Sauf que sur AK, BK, il y a des nombres irrationnels pour lesquels la fonction vaut 0. Donc il y a une contradiction. Donc voilà une fonction étagée, f égale 1q, une fonction étagée qui n'est pas une fonction en escalier. Quelques remarques sur les fonctions étagées. D'abord, représentation disjointe d'une fonction étagée, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quand la fonction peut s'écrire, et elle peut toujours s'écrire de cette façon,
f égale somme de 1 à n des alpha i 1 bi, où les bi sont 2 à 2 disjoints et appartiennent évidemment à l'attribut b. Alors, remarque supplémentaire, c'est que si on pose alpha 0 égale 0 et b0 égale e privé de l'union des bi, et donc ça appartient à b, ça, puisque les bi appartiennent à b, alors f est égal à la somme de 0 à n des alpha i 1 bi, avec une union des bi qui forme une partition de e, et à ce moment-là, si x appartient, dire que x appartient à bi, si x appartient à bi, f de x est égal à alpha i, puisque si x appartient à bi, il appartient à un seul bi, de toute façon. Donc côté droit, là, ça va nous faire alpha i fois 1, c'est-à-dire alpha i, et donc f de x va être égal à alpha i. EB est mesurable et fg sont des fonctions de E vers R, lambda appartient à E. Alors si f et g sont étagés, eh bien f plus g, lambda f, fg, f plus, f moins, valeur absolue de f, sub de fg, inf de fg, tout ça, ce sont des fonctions étagées. Ils sont étagés. Alors démonstration, eh bien fg sont étagés, donc mesurables. Donc ça, on sait déjà que f plus g, lambda f, fg, valeur absolue de f, sub de fg, inf de fg, tout ça c'est mesurable. Bon, alors il n'y a plus qu'à expliquer pourquoi ils prennent un nombre fini de valeurs. Eh bien, f et g, on sait, prennent un nombre fini de valeurs, donc pour f c'est celle-là, pour g c'est celle-là. Bah, f plus g va prendre un nombre fini de valeurs dans ça. Voilà. Donc de la forme AK plus BJ, elle ne prendra peut-être pas toutes les valeurs, hein, et puis il y a des valeurs qui se répètent, hein, sans doute. Et il prendra parmi ces valeurs AK plus BJ, quand K est compris entre 1 et N et J entre 1 et P. Idem avec FG, sauf que c'est la multiplication. Pour lambda F, ça fera lambda I, I compris entre 1 et N. Alors pour sub de FG, bah, ça va être les sup des AK BJ, bien sûr. Hein. Pour K, J, donc K variant entre 1 et N et puis J, etc. Idem pour inf de F et G, sauf qu'il faut remplacer par inf. Et donc, puisqu'elles étaient mesurables et qu'elles prennent une nombre fini de valeurs, elles sont étagées. F+, bah, c'est sub de F0, et F et 0 sont étagés, donc ça va être étagé aussi. F-, pareil. Valeur absolue de F, c'est sub de F et de moins F, donc ça va être étagé aussi. Et voilà. Parce que, en utilisant le résultat précédent, bien sûr. Si fk sont des fonctions étagées, alors somme des fk, produit des fk, sub des fk, inf des fk, tout ça, ça va être étagé. Bon, on fait une récurrence qui est immédiate. Hein. Sur n, hein, c'est vrai déjà à l'ordre 2, puis on suppose que c'est vrai à l'ordre n, puis on en rajoute une, et puis on utilise que le résultat est vrai à l'ordre 2. C'est très facile. Si EB est mesurable et que A est égal à l'union des BI, l'union de 1 à n, et que ça forme une partition de A, A qui est une partie de E, alors forcément, comme les BI appartiennent à B, hein, A va appartenir à B, alors on a un A qui est égal à la somme de 1 à n de 1 BI. En effet, si je prends X appartenant à E, 1 AX égale 0 si X n'appartient pas à A, mais alors il n'appartient à aucun des BI, et donc un BI de X sera égal à 0. Et donc j'aurai bien 1 A de x qui vaut 0 et qui est égal à la somme de 1 à n de 1 bi de x, puisqu'ils valent tous 0. Et puis par contre, si x appartient à A, 1 A de x est égal à 1, mais alors le x il appartient à un seul bi. D'accord? Et pour tous les autres bi, bah, le 1 bk de x va être nul. Donc dans la somme des 1 bk de x, il y aura juste pour k égale i que ça vaudra 1, et donc j'obtiendrai 1. C'est-à-dire la même chose qu'ici. Donc j'ai bien l'égalité 1A égale somme de 1 à n des 1 bi. Propriété, EB est un espace mesurable et F est une fonction mesurable à valeur dans R bar plus. Alors il existe une suite croissante Fn de fonctions étagées telles que F est égal à la limite simple des Fn quand n tend vers plus infini. La convergence est simple et uniforme si f est borné. Démonstration si f est étagé, par exemple nul, on prend fn égale f quel que soit n et on a le résultat. Sinon, notamment on aura f différent de 0, on considère pour n appartenant à n étoile la fonction fn
qui est égal à ça, où les BKN sont définis par ça. C'est la fonction, donc 1 BKN, c'est la fonction caractéristique de cet ensemble, et 1 f égale plus infini de celui-là. Alors évidemment, ces ensembles sont 2 à 2 disjoints, f de x ne peut pas être égal à plus infini, et vérifier ça. Et puis, les BKN eux-mêmes sont entre eux 2 à 2 disjoints, parce que on ne peut pas, pour k différent de j, avoir f entre k sur 2 puissance n, k plus 1 sur 2 puissance n, et puis j sur 2 puissance n, et j plus 1 sur 2 puissance n. Donc, par ailleurs, les BKN, BKN peut s'écrire comme ça, comme celui-là appartient à B, celui-là aussi, parce que f est mesurable, et ça aussi, ça appartient à B, parce que f est mesurable. Là, on voit qu'on a une fonction fn qui est donc mesurable et qui par ailleurs prend un nombre de valeurs parmi 0 quand elle appartient ni à ça ni à ça, puis ensuite 1 sur 2 puissance n jusqu'à le dernier n de puissance n moins 1 sur 2 puissance n qui fait ça, et puis là elle prend la valeur n. Donc elle prend qu'un nombre fini de valeurs, et par ailleurs ces valeurs sont positives, donc fn est supérieur ou égal à 0. Donc on voit que puisqu'elle est mesurable et qu'elle prend un nombre fini de valeurs, elle est étagée. Voilà. Fn de x est égal à 0 si x n'appartient pas à la réunion et que f de x est différent de plus infini. Et si x appartient à la réunion, alors il existe un unique cas tel que x appartient à bkn. Et à ce moment-là, on a fn de x qui est égal à k sur 2 puissance n, mais comme x est dans bkn, on a cette inégalité qui fait qu'on a donc f de x moins fn de x compris entre 0 et 1 sur 2 puissance n. Voilà. Soit x appartenant à E, si f de x est égal à 0, alors quel que soit n, ça veut dire que x n'appartient pas à la réunion et n'appartient pas à ça. Et bien fn de x va être égal à 0, et donc quand n tend vers plus l'infini, on a 0 qui tend vers 0, c'est-à-dire vers f de x, on a bien la convergence simple. Et si f de x est égal à plus l'infini, alors on a f de x qui est supérieur à n, quel que soit n, fn de x qui va être égal à n, puisque f est égal à plus l'infini, donc n qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, ça donne bien que fn de x tend vers f de x. Et sinon, on est dans ce cas-là, alors il existe n0 suffisamment grand pour avoir ça. Et donc pour n supérieur ou égal à n0, le 1 sur 2 puissance n va être plus petit que 1 sur 2 puissance n0, puis n va être plus grand que n0, donc on aura ça. Et il existera k, donc appartenant à bkn, tel que, là je reprends ce qu'on avait avant, tel que l'on a ça, et on voit à ce moment-là que quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, et donc fn de x tend simplement vers f de x. De tout ça, il ressort qu'on a une convergence simple de fn vers f. Maintenant, si f est borné, on a une inégalité comme ça, et si on prend epsilon positif, il existe n0 à partir duquel, pour n0, il existe n0 supérieur à m, et 1 sur 2 puissance n0 inférieur à epsilon. D'accord? Et à ce moment-là, quel que soit x appartenant à E, f de x différent de plus l'infini, puisqu'il est borné, et donc, qu'est-ce qui peut arriver? Soit f de x est égal à... Alors, si f de x est différent de 0, eh bien, si f de x est différent de 0, on a l'inégalité qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire f de x moins fn de x compris entre 0 et 1 sur 2 puissance n, que j'ai rendu inférieur à epsilon. D'accord? Et ça reste vrai si f de x égale 0, parce que si f de x égale 0, ça veut dire que x n'appartient pas à ça, et donc fn de x est égal à 0. Et donc, ça nous fait 0 moins 0, la tête à toto, c'est bien inférieur à epsilon. Et donc, en fait, dès que n est supérieur ou égal à n0, on a valeur absolue de f, on a ça, et donc on a valeur absolue de f de x moins fn de x qui est toujours inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à E, et donc la convergence est uniforme. Enfin, fn est croissante, parce que si x appartient à l'union des BNK, fn de x est égal à k sur 2 puissance n, et à ce moment-là, on a ça, d'accord, pour appartenir à BNK, il faut avoir ça, et donc, je divise cet intervalle en deux, soit f de x est entre ça et ça, soit il va être entre ça et ça. Alors s'il est entre ça et ça,
eh bien, je vais avoir f de x entre 2k sur 2k plus 2 à la puissance n plus 1 et 2k plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc fn plus 1 de x va être égal à 2k sur 2 à la puissance n plus 1, ce qui fait k sur 2 à la puissance n, donc ça va faire fn de x. Fn plus 1 de x égale fn de x. Et sinon, si on est dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir f de x qui est entre ça, et fn plus 1 de x qui va être égal à ça, d'accord, qui est supérieur à k sur 2 puissance n égale f de x. Voilà. Alors maintenant, si x appartient à cet ensemble-là, c'est-à-dire si f de x est égal à plus l'infini, bah fn de x est égal à n, va être inférieur à n plus 1, et fn plus 1 c'est justement fn plus 1 de x parce que f de x est égal à plus l'infini. D'accord? Et puis sinon, eh bien sinon f de x n'appartient pas à ça et est différent de plus l'infini. Alors là, on l'a déjà dit plusieurs fois, fn de x est égal à 0, inférieur ou égal à fn plus 1 de x parce que fn plus 1, on le sait, est toujours supérieur ou égal à 0. Donc dans tous les cas, j'ai toujours fn qui est inférieur ou égal à fn plus 1, et donc ça veut dire que la suite est croissante. Et pour résumer, la suite est croissante, c'est une suite de fonctions étagées, positives, à valeur dans R+, donc croissante, qui convergent simplement vers f, et qui convergent uniformément si la fonction f est bornée. Théorème, EB est un espace mesurable, f une fonction de E vers R bar. Alors f est mesurable si et seulement si f est limite simple d'une suite de fonctions B étagées. Démonstration, si on suppose f mesurable, f plus et f moins sont mesurables, positives. Donc limite de suite croissante, fn gn de fonctions étagées positives. Fn tend vers f plus, gn tend vers f moins. Donc fn moins gn tend vers f plus moins f moins égale f. Et comme fn moins gn est étagé, on a affaire à une suite de fonctions B étagées, et donc c'est gagné. Et réciproquement, si f est limite simple d'une suite de fonctions B étagées, et comme les fonctions B étagées sont mesurables, on a limite simple de fonctions mesurables, donc mesurable. Les propriétés vraies presque partout. Le BMU est un espace mesuré et P de x une propriété portant sur les éléments x de E. On dit que P de x est vrai presque partout et on écrira P de x mu pp si l'ensemble delta des x appartenant à E tel que P de x est faux est négligeable, c'est-à-dire s'il existe n appartenant à B, mu n égale 0, tel que delta est inclus dans n. On a donc x, si x n'appartient pas à n, on a donc x qui n'appartient pas à delta, et donc P de x est vrai. Donc P de x est vrai sur E moins n qui appartient à B. Réciproquement, si P de x est vrai sur E moins x où x appartient à B et mu de x égale 0, alors l'ensemble des x tels que P de x est faux est inclus dans grand X, et donc l'ensemble des x tels que P de x est faux est négligeable puisque mu de x est égal à 0 et que x appartient à B. Conclusion, P de x est vrai mu pp si et seulement s'il existe n appartenant à B, mu de n égale 0, tel que P de x est vrai sur E moins n. Mais ce qu'on ne peut pas dire directement, que l'ensemble des x appartenant à E tel que non P de x appartient à B. Ça, on ne peut pas le dire parce que la mesure n'est pas forcément complète. Rappel, dans R, B lambda, lambda la mesure de l'évêque, n inclus dans R, une partie de R, n est négligeable si et seulement si la mesure extérieure de n est égale à 0, ce qui équivaut à dire que n appartient à B lambda, et lambda n est égal à 0. Si lambda est une mesure complète, c'est-à-dire que si dire que n est lambda négligeable, si n est lambda négligeable, alors n appartient forcément à B lambda. Et donc du coup on peut prendre sa mesure, et évidemment on va avoir et lambda n égale 0. Okay, fonction égale presque partout, LG des fonctions de E vers R, on peut même dire vers R bar, c'est pas grave, sont égales presque partout. F de x égale g de x mu pp. Si l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x est différent de g de x, est mu négligeable.
ce qui revient à dire qu'il existe n appartenant à b mu de n égale 0, tel que f de x égale g de x sur e moins n. Limite presque partout, on a des fonctions fn, une fonction f, qui vont de e vers r bar. On dit que fn converge presque partout vers f. Si l'ensemble des x appartenant à e, tel que limite de f, n'existe pas, ou est différente de f de x, est négligeable. D'accord ? Notation, limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini est égale à f de x mu pp. Donc ça équivaut à dire ça qu'il existe n appartenant à b, mu de n égale 0, tel que limite de fn de x égale f de x sur e moins b. Alors, tout ça, ça provient de ce que j'ai dit avant. E, b, mu est un espace mesuré avec mu complète. Alors, si f, g sont des fonctions de e vers r bar, si f est mesurable et que f de x est égal à g de x presque partout, alors g est mesurable. Ce qui est faux si la mesure n'est pas complète. Démonstration, f de x égale g de x sur e moins n, où n appartient à b, mu de n est égal à 0, soit a appartenant à r, cet ensemble est égal à ça, union ça, parce que n et e moins n forment une partition de e. Alors l'ensemble, celui-là, il est inclus dans n, et la mesure est complète, donc en fait celui-là, il appartient à b. Quant à l'autre, eh bien, sur e moins n, on a g de x qui est égal à f de x. Donc ça peut s'écrire comme ça. D'accord ? Et donc, ça appartient à b puisque f est mesurable. Car f de x égale g de x et f mesurable. Donc, l'ensemble g inférieur à a est la réunion de deux parties qui appartiennent à B, de deux parties mesurables, quel que soit A appartenant à R. Donc ça appartient à B, quel que soit A appartenant à R. Donc G est mesurable. Théorème, EB mu est un espace mesuré, mu est une mesure complète, Fn une suite de fonctions mesurables, et F une fonction de E vers R bar. Si Fn de x tend vers F de x presque partout, alors F est mesurable. Démonstration. Delta égale l'ensemble des x appartenant à E tel que Fn de x ne tend pas vers F de x est négligeable. G égale limite sub de Fn est mesurable puisque les Fn sont mesurables. Si x n'appartient pas à delta, eh bien limite de Fn de x est égale à F de x. Et à ce moment-là, limite de Fn de x c'est limite sub de Fn de x. Donc limite sub de Fn de x est égale à F de x. D'accord? Donc ça fait que g de x est égal à f de x. Donc l'ensemble des x tels que g de x est différent de f de x est inclus dans delta. Donc comme delta est négligeable, celui-là va être négligeable. Et donc l'ensemble des x tels que g de x différent de x est négligeable. Donc g de x égale f de x presque partout. Mais la mesure est complète. Et g est mesurable. G est mesurable parce que c'est limite sup, et donc j'en déduis que f est mesurable. Nous terminons par le théorème d'Egorov, du nom du mathématicien russe de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a beaucoup travaillé en géométrie différentielle et en théorie de la mesure. B mu est un espace mesuré avec mu fini, ce qui veut dire que mu de E est inférieur à plus l'infini. Les Fn sont des fonctions mesurables, f est mesurable, et Fn de x tend vers f de x presque partout. Alors quel que soit epsilon positif, il existe B appartenant à B, mu de B inférieur ou égal à epsilon, tel que Fn converge uniformément sur E moins B. En fait, on peut faire converger Fn vers la fonction f sur donc une partie très grande de E. C'est-à-dire qu'on prive E simplement d'une partie aussi petite que l'on veut. Démonstration, Pn appartenant à n étoile au carré, Bpn c'est l'intersection pour k égale n jusqu'à plus l'infini des x qui vérifient valeur absolue de fk de x moins f de x inférieur à 1 sur p. Donc ça appartient à B parce que les fk et f sont mesurables et donc valeur absolue de fk moins f aussi. Pour p fixé appartenant à n étoile, l'intersection quand on commence à n jusqu'à l'infini est évidemment inclus dans l'intersection quand on commence à n plus 1. Donc la suite des Bpn
est croissante. Et on sait que limite de fn de x est égale à f de x presque partout. Donc fn de x tend vers f de x sur x, grand X égale e privé d'un élément de mesure nulle, donc appartenant à B de mesure nulle, c'est-à-dire n. Donc x appartient à B, hein, bien sûr. On fixe P appartenant à une étoile, x appartient à grand X, alors fn de x tend vers f de x, donc il existe n qui dépend de P appartenant à une étoile, tel que k supérieur ou égal à np implique que ça est inférieur à 1 sur P. Donc si x appartient à x va appartenir à l'intersection, hein, puisqu'à partir de np, ils sont tous comme ça, donc il appartient à bpnp. Donc x va être inclus dans bpnp, et donc x va être inclus dans l'union de 1 à l'infini des bpn. Parce que dans cette union, il y a à un moment donné bpnp. Donc x privé de l'union de 1 à l'infini des bpn est égal à vide. Donc x intersection, et là je prends le complémentaire de ça, est égal à vide. Donc je vous laisse vérifier, hein, c'est immédiat. D'accord, ça nous fait ça. Et donc ça nous fait que l'intersection des x moins bpn est égale à vide. Comme la suite des bpn est croissante, ça c'est une suite qui est décroissante. Et comme la mesure est finie, on sait que l'inf des mu de x moins bpn pour n est égal à mu de l'intersection. D'accord? Et l'intersection des x moins bpn, on sait que c'est vide. L'intersection des... Voilà, c'est égal à vide. Donc sa mesure est égale à 0. Quel que soit epsilon positif, il existe donc np tel que mu de x moins bpnp est inférieur à epsilon sur 2 puissance p, puisque l'inf est égal à 0, on peut en rendre aussi petit qu'on veut. Soit y égale l'union de p égale 1 à l'infini des x moins bpnp. Bon, bah, comme tout ça, ça appartient à b, bah, y appartient à b, et mu de y est inférieur ou égal à la somme des mu de ça. D'accord? Donc inférieur ou égal à la somme des mu de, oui, de ça. Bah, je me suis répété, là, hein, c'est ça? Ouais, j'ai dû me répéter. C'est pas grave, hein. C'est donc inférieur ou égal. Alors mu de ça, c'était quoi? C'était inférieur ou égal à epsilon sur 2 puissance p. Donc c'est cette somme-là. Hein. Et ça, bon, je vous laisse vérifier, ça fait epsilon. Et x moins y, c'est x inter y bar, donc c'est x inter, le y il est là, bar, c'est-à-dire je prends complémentaire, donc c'est x inter, je pourrais aller plus vite là. Intersection des intersections à l'infini de x bar union bp np, et donc ça fait l'intersection des x inter bpnp, d'accord? Parce que le bar et le x là vont se supprimer, donc il ne reste plus que les x inter bpnp. Et donc ça fait x intersection de p égale 1 à l'infini des bpnp. Si x appartient à x, grand X privé de y, alors x appartient donc à cette intersection, donc il appartient à tous les bpnp, hein, quel que soit p supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que, quel que soit k supérieur ou égal à np, hein, puisqu'il appartient à bpnp, d'accord? C'est ça, hein? Et donc, ça veut dire que pour tout k supérieur ou égal à bpnp, fk de x moins f de x est inférieur à 1 sur p. Voilà. Quel que soit x appartenant à grand X moins y. Si epsilon positif, bah, on prend p tel que p est supérieur à 1 sur epsilon, et donc ça va être inférieur à epsilon. Donc k supérieur ou égal à np, à ce moment-là, ça implique que valeur absolue de fk de x moins f de x est inférieure à epsilon, quel que soit x appartenant à x moins y. Ce qui veut dire que fn converge uniformément vers f sur grand X moins y. Alors, grand X moins y, c'est quoi? C'est E privé de n privé de y, donc c'est E privé de n union y.
C'est quoi la mesure de n union y? Elle est inférieure ou égale à ny appartient à b. Donc j'ai le droit d'écrire ça. A mu de n qui vaut 0 plus mu de y, et mu de y lui est inférieur ou égal à epsilon. Donc Fn converge uniformément vers f sur e moins b, où b égale n union y appartient à b, et mu de b est inférieur ou égal à epsilon. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais.